Bonsoir tout le monde, on laisse les gens se connecter tranquillement. Bienvenue à cette séance d'information concernant les travaux à venir et le réaménagement des rues Saint-Olivier et Sutherland. Merci de vous être joint à nous ce soir. Je suis accompagné de Monsieur Pierre-Luc Lachance, membre du comité exécutif responsable des dossiers de transport, mobilité et circulation, ainsi que de Madame Mélissa Coulombe-Leduc, membre du comité exécutif, mais surtout ce soir, conseillère municipale du district de Cap-Roux-Délément. J'ai également Jean-Philippe Simard avec nous, qui est le chargé de projet du dossier de ce soir. Ce soir, on est en séance d'information. Les interventions vont avoir lieu. On va attendre vos commentaires, questions avec l'outil Q&R un peu plus tard ce soir. Pour la présentation, nous allons avoir divers intervenants. Nous allons avoir Monsieur Jean-Philippe en premier avec les aménagements. On va avoir également Sophie Tremblay-Graton du PAE également, architecte paysagiste. Nous avons Jean-François Martel-Castonguay, chef d'équipe pour le volet mobilité active. Nous avons M. Marc Desrivières avec nous, directeur du service des transports mobilité intelligente, ainsi que Joëlle Godbout, directrice du bureau Info Chantier. Ce sont les intervenants pour la présentation. Nous avons également d'autres professionnels avec nous ce soir pour répondre à vos questions et qu'on prendra à la fin. Et peut-être que j'inviterai dès maintenant M. Lachance à vous adresser quelques mots avant qu'on poursuive avec la présentation. Alors, bonsoir à toutes et tous. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une autre séance d'information concernant les aménagements des rues Sutherland et Saint-Olivier. Vous dire d'entrée de jeu que nos équipes ont travaillé très fort suite aux commentaires et améliorations et rétroactions qu'on a eues cet hiver suite à la première mise en place. Donc, on est très heureux de vous présenter le projet de ce soir qui a été travaillé de façon très professionnelle par nos équipes. Je pense qu'on a un projet qui va rassembler et qui va amener surtout beaucoup plus de sécurité dans le secteur et du verdissement. Donc, je ne dévoile pas tous les punchs. Je vais laisser les équipes faire le tout. Mais je vous remercie de prendre du temps ce soir pour écouter le tout et pouvoir poser vos questions. On est là pour y répondre. Très bien. Jean-Philippe, je vous laisse commencer la présentation. Merci tout le monde. Oui, merci Daniel. Je vais partager mon écran. Comme ça, on va pouvoir voir tous ensemble la présentation. Tout le monde voit bien la présentation, c'est bien? C'est très bien. Très bien. Je vais utiliser l'outil pointeur pour pouvoir travailler un petit peu mieux là, sur les différentes diapositives. D'abord, bonjour à tous. D'abord, nous allons faire avec vous un bref survol de la présentation prévue qui est en trois grandes sections ce soir. Donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter les concepts finaux prévus pour réalisation concernant les rues Saint-Olivier et Sutherland, ainsi que les intrants terrains et citoyens qui ont nourri le processus de conception de l'équipe de la ville. Donc, en effet, ce sont des concepts que l'on vous présente ce soir qui ont été fortement alimentés par à la fois les besoins exprimés par les citoyens lors du processus de participation, les apprentissages de l'hiver 2024-2025 et les préoccupations citoyennes exprimées à la fois par les requêtes ou auprès du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste. De plus, sachant que la rue partagée est un nouveau type de rue qui nécessite des actions qui vont au-delà de l'aménagement, nous allons, dans un deuxième temps dans la présentation, vous présenter le plan d'action de la ville pour les rues partagées. Pour ensuite, dans un troisième temps, vous présenter les informations concernant les travaux qui sont à venir sur les rues Saint-Olivier et Sutherland. Et nous allons terminer avec une avec une période de questions. Donc, le réaménagement des rues Saint-Olivier et Sutherland se trouve à être la deuxième phase du projet qui a été réalisé en 2024 sur les rues Saint-Olivier et Philippe Dorval. Donc, les rues concernées pour cette deuxième phase sont les rues Saint-Olivier entre les rues Philippe Dorval et Sutherland et la rue Sutherland entre la rue Lavigueur et Saint-Jean. Le projet qui vous est présenté aujourd'hui se fonde sur les analyses et les visions de la ville ainsi que sur les besoins
et préoccupations exprimées par les citoyens tout au long du processus de conception. En effet, concernant les rues Saint-Olivier et Sutherland, le verdissement et la bonification des cheminements piétonniers sont les deux éléments incontournables qui ont été exprimés par les citoyens en amont du projet. De plus, il est important de rappeler que selon la dernière enquête Origine-Destination, qui date de 2017, la marche représente le mieux les habitudes des résidents sur les deux rues qui nous concernent ce soir, soit les rues Saint-Olivier et Sutherland. Puis, il est aussi pertinent de mentionner que le quartier Saint-Jean-Baptiste a le plus faible taux de motorisation par ménage parmi les 35 quartiers de la ville, avec un nombre moyen de voitures par ménage de 0,53. Donc, les analyses ainsi que les besoins des citoyens ont permis de prioriser des objectifs clairs pour les deux phases du projet de réaménagement. Donc, il est donc important de vous rappeler ces objectifs qui ont su guider l'équipe de la ville tout au long du processus. Donc, les objectifs retenus dans le processus de conception du projet sont 1, on va les représenter ensemble. Donc, 1, offrir un cheminement piétonnier sans obstacle, continu, confortable et 4 saisons. 2, apaiser la circulation automobile pour redonner un caractère local aux rues du quartier. 3, augmenter la canopée et le verdissement déminéralisé et réduire les îlots de chaleur. 4, maintenir les aménagements cyclables existants dans les rues Philippe-Dorval, ça c'était pour la phase 1, et sur la rue Sutherland pour la phase 2, de sorte à assurer un haut niveau de service pour le vélo. Puis 5, maintenir une offre de stationnement dans la rue pour les résidents et les résidentes. Donc, le projet de réaménagement qui vous est présenté aujourd'hui est le fruit d'un processus de participation et d'intégration des préoccupations citoyennes qui est rigoureux puis qui s'est fait en plusieurs étapes. Donc, ensemble, on va revenir sur chacune de ces étapes-là. Donc, on a d'abord effectué un questionnaire en ligne en amont des différentes phases du projet afin justement de recueillir les besoins des citoyens et nourrir la conception préliminaire des différentes rues aménagées. Ensuite, on a fait un premier atelier d'échange qui a eu lieu le 18 mai 2023 concernant la première phase du projet, soit les rues Saint-Olivier et Philippe-Dorval. Un deuxième atelier d'échange avec les citoyens a eu lieu le 9 janvier 2024 concernant les rues de la deuxième phase, soit les rues Saint-Olivier et Sutherland, puis qui font bien sûr l'objet de la présente rencontre. Donc, lors de cette rencontre-là, 3 scénarios ont été présentés aux citoyens pour la rue Sutherland. À l'issue de l'atelier d'échange numéro 2, les citoyens ont demandé que l'équipe de la ville élabore des scénarios hybrides ou bonifiés pour concilier le verdissement et le maintien du stationnement. Donc, suite à cet atelier d'échange-là, la Ville a prolongé la consultation par courriel afin que les citoyens puissent continuer à donner leur avis et exprimer leurs besoins en lien avec les scénarios préliminaires qui avaient été présentés pour la rue Sutherland. Donc, la Ville a reçu 129 courriels concernant les scénarios de réaménagement de la rue Sutherland. 28 des répondants de ces 129 courriels-là appuient le statu quo ou le scénario 1, donc soit la conservation du stationnement des deux côtés et du verdissement aux intersections. Puis 72 des répondants appuient la mobilité active, donc soit encore plus de verdissement ou le scénario 3, qui est la rue partagée. Ensuite, afin d'alimenter les concepts finaux pour les rues de la phase 2, l'équipe de la Ville a procédé à des observations et à du monitoring de l'expérience hivernale 2024-2025 de décembre 2024 à avril 2025. Donc, ça s'est fait sur les rues partagées qui ont été aménagées en 2024 dans le quartier. On a aussi procédé à l'analyse des requêtes citoyennes et des résolutions du Conseil des quartiers dans le processus de conception. D'ailleurs, à ce sujet-là, sachez que l'équipe de la Ville n'est pas insensible aux requêtes que nous avons reçues. Nous sommes conscients que l'intégration des rues partagées dans nos milieux de vie nécessite une adaptation de l'ensemble des usagers vers une nouvelle manière de s'approprier puis d'interagir dans la rue. À cela, il faut ajouter que les rues implantées en 2024 sont encore en phase de réalisation. C'est-à-dire que le chantier a rapidement été fermé pour la période hivernale, mais plusieurs ajustements restent encore à compléter, comme la plantation des arbres et des végétaux.
Donc, il est normal qu'il y ait une période de transition avant que les comportements et les pratiques s'ajustent. Puis la ville est proactive, attentive et investie dans la réussite des rues partagées qu'elle intègre sur son territoire. Donc, l'intégration de vos requêtes ainsi que l'observation qui a été effectuée sur le terrain cet hiver nous permet aujourd'hui de vous présenter les concepts finaux sur les rues Saint-Olivier et Sutherland prévus pour réalisation au mois de mai. Donc, ici. On peut voir ici là, en synthèse un schéma des différentes étapes du projet de réaménagement. Donc, comme mentionné, nous sommes à l'étape d'information en vue du chantier qui va se débuter au mois de mai. Puis, de toute façon, je vais avoir l'occasion de vous donner plus de détails concernant les différentes phases des travaux plus tard dans la présentation. Mais d'abord, je cède la parole à ma collègue qui va vous présenter de manière plus détaillée les concepts d'aménagement qui sont prévus pour les 2 rues concernées. Donc, à toi la parole, Sophie. Merci, Jean-Philippe. Donc, on peut passer à la diapo là, de présentation. Oui. Voilà. Donc, avant la présentation du concept final, un survol de la situation actuelle. Donc, au niveau de la localisation du projet Saint-Olivier phase 2, on se retrouve en continuité avec la phase 1 de projet. Donc, il s'agit du tronçon entre la rue Philippe-Dorval et la rue Sutherland. Il s'agit d'une zone résidentielle où la vitesse automobile est limitée à 30 km/h et dont le débit journalier moyen au niveau des passages auto est de moins de 900 véhicules par jour, ce qui est adéquat pour l'implantation d'une rue partagée. Donc, à la prochaine diapo, vous allez voir au niveau de la situation du stationnement. Donc, le tronçon visé a une situation de stationnement uniquement du côté sud de la rue, stationnement dont le taux d'occupation est élevé. Maintenant, au niveau de la réalité terrain, vous avez ici en image la rue Saint-Olivier. Vous pouvez voir de part et d'autre de la chaussée la présence de trottoirs sous standard. Donc, ça, c'est dû à l'emprise de la rue qui est très étroite, ce qui est très typique du quartier Saint-Jean-Baptiste. Ces trottoirs étroits sont aussi encombrés d'une série d'obstacles qui sont non déplaçables. On peut penser entre autres aux marches pour accéder au logement, aux bornes fontaines, mais aussi à la présence des poteaux électriques du côté sud de la rue. D'autres obstacles ponctuels tels que les poubelles, sacs de recyclage peuvent venir encombrer le trottoir. Cette réalité explique en grande partie la situation de déneigement l'hiver où du côté nord, le côté sans stationnement, on voit la chenillette qui doit contourner les obstacles sur le trottoir, laissant des zones non déneigées. Cette opération se fait lors des opérations courantes de grattage. Puis, du côté du stationnement, la chenillette doit aussi zigzaguer pour contourner les obstacles du trottoir. Vu la présence du stationnement, cette opération ne se fait pas lors des opérations courantes de grattage, mais bien uniquement lors des opérations d'enlèvement de la neige. Ceci explique l'accumulation de la neige qui se fait davantage plus d'un côté que de l'autre. Donc maintenant, la situation actuelle expliquée, je vous présente le concept final de la rue Saint-Olivier phase 2 qui sera réalisé à l'été 2025. Donc, tout d'abord, l'aménagement de la rue se veut en continuité de la phase 1 du projet avec cette fois-ci une bonification du concept suite aux commentaires et aux observations reçues cet hiver de la part des citoyens. Donc, tout d'abord, nous avons la présence d'une chaussée partagée de 6,5 mètres de large sur le tronçon de Saint-Olivier entre Philippe-Dorval et Sutherland, où tous les usagers sont invités à se déplacer dans la chaussée. La direction de la rue est maintenue vers l'est, comme c'est le cas aujourd'hui. Puis à l'autre diapo, vous pouvez voir que le stationnement est maintenu du côté sud de la rue comme à l'existant. Les commentaires reçus cet hiver par les citoyens nous ont permis d'ajuster les concepts des rues partagées présentés aujourd'hui. On a travaillé avec l'équipe de déneigement afin de bonifier les concepts au niveau du déneigement, afin de localiser des zones refuge 4 saisons au nord comme au sud. Ces espaces-là pourront être déneigés donc par la ville. L'objectif ici est de permettre aux citoyens de 1. Accéder à leur logement de manière confortable, mais aussi de pouvoir se réfugier au besoin été comme hiver. L'objectif de verdissement n'a pas été mis de côté. Au contraire, on est venu prioriser l'ajout des fosses de plantation qui avaient un potentiel de plantation d'arbres. On a aussi localisé des plates-bandes à vivaces du côté sud. Les plates-bandes, quant à elles, se retrouvent de part et d'autre des poteaux électriques, comme mentionné plus haut. Comme les poteaux sont déjà des obstacles au déneigement, la localisation des fosses de plantation à proximité de ces contraintes permettra au déneigement de maintenir ses activités comme c'est le cas aujourd'hui.
Et pour terminer, l'intersection Saint-Olivier et Sutherland sera apaisée. Donc, il s'agit d'une mesure physique où l'on vient réduire la chaussée de l'intersection. Cela va, entre autres, réduire la vitesse de l'automobile et réduire le temps de traverse des piétons. Donc, à la prochaine image, je vous présente la rue Saint-Olivier, phase 2. Comme mentionné, on est en continuité avec la phase 1 de la rue, entre autres en ce qui concerne les revêtements de surface. Donc, on peut voir le pavé de béton de façade à façade avec une bande plus foncée au centre de la chaussée. Et bien sûr, la bordure abaissée pour faciliter la transition entre la chaussée partagée et la zone refuge. En rappel, l'aménagement permettra l'affirmation du piéton comme usager prioritaire de la rue, viendra intégrer des zones refuge du côté nord et du côté sud de la rue, tout en ajoutant des fosses de plantation d'arbres du côté nord et des fosses de plantation de vivaces, de part et d'autre, des poteaux au côté sud. Pour terminer, la présence du stationnement est maintenue sur l'ensemble du tronçon. Au niveau des comportements attendus des futurs usagers de la rue partagée, la vitesse automobile passe à 20 km/h et l'ensemble des usagers cède le passage à l'usager le plus vulnérable. Et je termine ici avec la situation de déneigement prévue pour l'aménagement. Donc, au niveau de la chaussée, cette dernière est aujourd'hui déneigée en opération de grattage. Donc, à chaque tombée de neige, il sera encore après l'aménagement de la rue. Donc, pas de changement au niveau du déneigement de la chaussée. Pour ce qui est des zones de refuge, les zones sont localisées tout au long du tronçon, au nord comme au sud, et ces zones seront déneigées comme c'est le cas aujourd'hui, soit du côté nord par la chenillette lors des opérations courantes de grattage, et au sud comme c'est le cas aujourd'hui lors des opérations d'enlèvement. Comme mentionné, la localisation des fosses de plantation a été faite conjointement avec notre équipe de déneigement pour s'assurer qu'elles ne nuisent pas aux opérations. Donc, j'enchaîne avec la présentation du concept final de la rue Sutherland. Donc, encore une fois, la situation actuelle. Il s'agit d'une rue sur une zone résidentielle où l'on retrouve un futur CPE, une quincaillerie, un restaurant et une école primaire à proximité. La vitesse de la rue est à 30 km/h avec un sens unique vers le sud sur l'ensemble des tronçons entre la Vigueur et la rue Saint-Jean. Nous avons un débit journalier moyen qui varie selon les tronçons, mais qui est toujours considéré adéquat pour l'implantation d'une rue partagée. D'autres informations pertinentes, c'est au niveau du stationnement. Donc, nous avons du stationnement des deux côtés de la rue, soit est et ouest, sur l'ensemble des 5 tronçons, avec un taux d'occupation élevé. Autre élément important à mentionner, la rue Sutherland fait partie d'un cheminement scolaire où la majorité des écoliers se déplacent à pied. On retrouve un enjeu de sécurité connu des citoyens et de la ville à l'intersection d'Aiguillon, enjeu qui a été traité dans le concept final. Donc, au niveau de la réalité de terrain, comme le cas de la rue Saint-Olivier, on se retrouve avec 2 trottoirs étroits, encombrés d'obstacles non déplaçables. On observe aussi aujourd'hui la présence de piétons, dont des écoliers qui se déplacent dans la chaussée, particulièrement l'hiver, puisque les trottoirs ne peuvent pas être déneigés lors des opérations de grattage, c'est-à-dire quand il vient tout juste de neiger. C'est lors des opérations d'enlèvement, soit quand on retire le stationnement de la rue, que les trottoirs sont déneigés lors des opérations d'enlèvement. Donc voici, on est rendu à présenter le concept final de la rue Sutherland. Donc, il s'agit aussi d'une rue partagée de 6,5 mètres de large où la direction sud de la rue est maintenue. Il s'agit d'un rétrécissement de la chaussée par rapport à l'existant. Le changement de géométrie nous permet de maintenir le stationnement côté ouest de la rue sur l'ensemble des 5 tronçons et de maintenir une zone de débarcadère à l'est de la rue, entre la rue d'Aiguillon et Saint-Jean. Autre élément important de la nouvelle géométrie, le retrait du stationnement côté est nous permet d'ajouter un corridor protégé de 2 mètres, libre de tout obstacle, pour offrir aux usagers qui le souhaitent une alternative à la chaussée partagée. La mobilité active et le déplacement actif d'un bon nombre de jeunes qui aujourd'hui se déplacent difficilement sur les trottoirs justifient en partie ce choix. Du côté ouest, il y a la présence de zones refuge afin de rendre plus confortable le déplacement des usagers qui entrent et sortent de leur maison. Zones refuge qui permettront aussi un espace d'attente plus généreux pour les futurs parents de la garderie. Encore une fois, les zones refuge ont été localisées avec nos équipes de déneigement pour s'assurer qu'ils puissent être déneigés par la ville. Elles sont localisées à même la situation actuelle, donc de part et d'autre des poteaux électriques existants. Le nouvel aménagement permet aussi de faire des gains dans le quartier au niveau de la canopée. Donc, l'emprise de la rue Sutherland étant plus généreuse que les autres rues partagées du quartier, ça permet d'ajouter un potentiel de 14 arbres du côté est de la rue et 4 du côté ouest. Donc, on va être en mesure de planter des arbres à grand déploiement à l'est vu le dégagement des arbres par rapport au bâtiment. En plus d'embellir la rue, ces derniers participeront à la convivialité et à la sécurité des usagers tout en réduisant les îlots de chaleur du quartier.
Je termine encore une fois avec l'ensemble des intersections qui seront apaisées afin de réduire la vitesse automobile et de réduire le temps de traverse des piétons en direction est-ouest. Pour ce qui est du microverdissement à l'ouest, même concept que Saint-Olivier, les zones sont localisées de part et d'autre des poteaux électriques. Donc, comme ces derniers sont déjà des obstacles et doivent être contournés pour le déneigement, c'est des fosses de plantation qui ne viendront pas changer le trajet ni la qualité des opérations. Et ici, on a la simulation visuelle de la rue Sutherland avec le même traitement de surface que les autres rues partagées. Comme mentionné, vu l'emprise plus large de la rue, on a été en mesure d'introduire un corridor protégé de 2 mètres de large et de planter des arbres. Vous pouvez aussi observer le maintien du stationnement à l'ouest de la rue et les intersections apaisées avec l'ajout des saillies et l'ajout d'arrêts pour réduire la vitesse des autos et le temps de traverse des piétons. Au niveau du comportement attendu, toujours 20 km/h pour les autos et une priorité aux usagers les plus vulnérables. Et en détail, pour terminer, la situation de déneigement une fois le concept réalisé. La chaussée de 6,5 mètres avec l'intersection rétrécie permet le déneigement en opération de grattage, comme c'est le cas aujourd'hui. Puis du côté est, le corridor de 2 mètres libre de tout obstacle sera déneigé dans sa totalité d'un bout à l'autre de la rue en période de grattage, donc quand il vient de neiger. Et pour terminer, à l'ouest, on a les zones refuge qui seront déneigées en période d'enlèvement, comme c'est le cas aujourd'hui. Je repasse la parole à mes collègues. Alors, je vais prendre la parole pour les prochaines diapos. Donc, plan d'action pour les rues partagées. On est conscient que l'implantation de rues partagées, simplement avec l'ajout de pavés ou le changement des matériaux de construction, ça ne vient pas à ça seulement changer le comportement des usagers. Donc, il y a un certain nombre d'autres actions que la Ville met de l'avant pour s'assurer que l'implantation soit joyeuse et que le comportement de tous et chacun soit adapté à ce nouveau type d'aménagement-là. Il y a essentiellement 3 grandes interventions qui nous ont été soulignées, notamment au courant de l'hiver et dans les derniers mois, de la part des citoyens et qu'on a pu observer sur le terrain, notamment la cohabitation en période hivernale, la vitesse et les débits véhiculaires et à la cohabitation entre les usagers. Donc, pour chacun de ces éléments-là, on veut fonctionner un peu de la même façon à chaque fois. On veut y aller avec une observation, une collecte de données terrain rigoureuse. On veut avoir des actions en communication et en sensibilisation. Puis, on veut procéder de façon proactive à des ajustements et des interventions lorsque c'est nécessaire. Donc, pour la cohabitation en période hivernale, comme mon collègue Jean-Philippe vous l'a mentionné, on a procédé à des observations terrain depuis cet hiver sur les rues qui ont été aménagées en 2024 et ça va continuer. Ce n'est pas des éléments qu'on va arrêter. Là, à toutes les années, on va continuer à observer si les comportements sont tels qu'espérés. Il y a des aspects de communication et de sensibilisation là, sur ce volet-là qui sont prévus d'ici l'hiver prochain. Et pour les projets qu'on vous présente ce soir, toutes les observations ont porté effet sur la conception qui a été faite et ont inclus ces observations-là. Pour les projets qui ont été réalisés en 2024, c'est toujours en analyse, mais ce n'est pas écarté qu'il y ait des modifications qui soient faites afin de faciliter la cohabitation. Pour la vitesse et les débits véhiculaires, encore là, on est en phase d'observation et de collecte de données. Ça va s'accélérer au courant du mois d'avril. Pour le volet communication et sensibilisation, pour s'assurer que les bons comportements des véhicules et de la circulation soient adoptés, il y a de la communication qui est prévue. C'est en production. Puis, on est en réflexion à savoir s'il sera nécessaire de faire des ajustements ou des interventions. On est en train de se développer une boîte à outils d'interventions ponctuelles qui vont pouvoir abaisser la vitesse des véhicules ou peut-être désister la circulation de transit sur les rues partagées implantées l'année passée et cette année. Pour la cohabitation entre les usagers, encore là, on est en train de faire des observations terrain. Ça prend du temps, mais ça amène beaucoup d'intérêt. Ce n'est pas simplement compter des véhicules, c'est vraiment observer l'interaction entre les différents usagers de la route. Et il y a encore là des aspects de communication, de sensibilisation qui sont en production. Prochaine diapo. Donc, si on
plonge un peu plus dans l'aspect communication et sensibilisation, on souhaite développer des outils de communication qui viennent vraiment s'adapter à chacun des usagers de la route. Donc, peut-être une signalisation de sensibilisation un peu plus adaptée aux piétons. On sait que les automobilistes n'arrivent pas nécessairement à la même vitesse, donc on veut avoir quelque chose qui est adapté et également aux cyclistes. On veut aussi trouver des outils de communication qui permettent de conscientiser à la fois les résidents qui, eux, arpentent leur rue, la connaissent, la fréquentent tous les jours, les travailleurs qui s'y déplacent mais qui viennent avec peut-être être un peu plus pressé, vouloir arriver à l'heure au travail, partir un peu plus tôt, donc peut-être pas la même vigilance sur le parcours qu'il traverse, mais aussi les usagers occasionnels. Le quartier Saint-Jean-Baptiste attire des clients pour les commerces du quartier ou encore des touristes, donc on veut développer des outils de communication qui vont pouvoir répondre à l'ensemble de cette clientèle-là. On pense notamment comment ça peut se traduire, bien, ça peut être des panneaux à la fois de signalisation, donc ce qui nous est prescrit par le ministère des Transports, mais aussi de sensibilisation pour bien éduquer les comportements attendus. On est aussi en train de réfléchir à des activités de sensibilisation sur le terrain, donc vraiment avoir des intervenants qui viennent bien expliquer aux usagers ce qu'est le comportement qui est attendu sur ce type de rue-là, puis peut-être aussi développer une vidéo grand public qui va venir expliquer le comportement. On sait qu'on n'habite pas tous dans Saint-Jean-Baptiste, mais plusieurs fréquentent Saint-Jean-Baptiste, donc on veut avoir un support de communication qui va pouvoir rejoindre tout le monde. Pour le volet intervention et ajustement rapide, bien là, on veut être capable d'agir de façon tactique dès qu'on observe des besoins sur le terrain qui nécessitent une réaction. Ça peut être des mesures physiques d'apaisement de la circulation. On est en train de réfléchir à la bonne chose, mais ça peut aussi être des interventions policières ponctuelles ou d'agents de circulation en prévention. Je recède la parole à Jean-Philippe. Merci Jean-François. Donc, on saute dans la partie beaucoup plus pratique concernant la réalisation des travaux sur les rues Saint-Olivier et Sutherland. Donc, les travaux sont prévus en mai, donc en mai 2025, ce printemps, sur les rues Saint-Olivier et Sutherland. Donc, vous voyez sur la diapositive la zone de travaux qui est prévue. Bien sûr, la réalisation des travaux en souterrain et en surface se fera par phase. Donc, ce n'est pas tout l'ensemble de la zone de travaux qui est présentée ici qui sera entravée pendant les chantiers. Il y aura une gestion des entraves qui va être adaptée à la séquence des travaux. Puis, donc vous voyez en rose pâle aussi, on va devoir accommoder une zone de travaux pour le CPE qui va se construire en même temps. Donc, on va avoir les deux chantiers qui vont cohabiter et qui vont pouvoir aussi, en fait, c'est qu'on est en train de créer un milieu de vie, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois un CPE et un réaménagement de rue qui va se dérouler ensemble, mais ça va nous permettre, en arrivant les deux chantiers, d'avoir à la fois le CPE et un réaménagement de rue complet qui va être complété à la suite du chantier. Donc, de manière plus précise au niveau du calendrier de réalisation des travaux, donc les travaux en souterrain et le maximum des travaux de surface vont être réalisés par phase entre le mois de mai et le mois de novembre 2025, donc cette année. Mais le chantier va devoir reprendre aussi au printemps 2026 pour la complétion des travaux de surface afin d'accommoder la zone de travaux du futur CPE. Donc, le but, ce serait de revenir en 2026 seulement pour compléter les travaux de surface dans la zone de chantier du CPE. Donc, on va seulement revenir en 2026 pour ça. Ce sont les deux diapositives que j'avais pour le chantier en tant que tel. On pourra prendre d'autres questions là, si nécessaire par la suite. Donc, je laisserai la parole à mon collègue pour les mesures d'atténuation pendant les travaux. Alors, merci Jean-Philippe. Alors, évidemment, réaliser un chantier, ça peut amener certains inconvénients dans le quartier. Donc, dans un contexte comme ça, la Ville déploie une série de mesures d'atténuation dont l'objectif est de s'assurer que le chantier ait le moins d'impact possible sur la qualité de vie des résidents. Il y a deux éléments souvent pour lesquels on est interpellé, c'est le volet du bruit et le volet de la poussière. Sur le plan du bruit, on est souvent
dérangés par lorsque les camions reculent avec le bip-bip. On exige maintenant que les véhicules lourds soient équipés d'un autre système qu'on appelle un système à large bande, qui est moins perturbant pour les gens qui sont à proximité d'un chantier. On exige également que les camions, ou en fait la benne des camions, soit équipée d'amortisseurs pour éviter le claquage du panneau lorsqu'un camion décharge des matériaux. Et lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des compresseurs ou des génératrices, on exige que celles-ci soient mises en place là, à l'intérieur d'un caisson ou d'une enceinte qui permet de réduire le bruit perçu. Maintenant, en matière de poussière, il y a tout l'aspect de la compaction et de la stabilisation qui est exigé. Ça doit se faire de façon rapide lorsqu'on a une surface qui est dénudée pour limiter le soulèvement de poussière. Et on exige également le nettoyage fréquent de la zone des travaux, mais également en périphérie de la zone où il peut y avoir là, une accumulation de poussière lors du déplacement des camions. Suivante, merci. Tout chantier, quel qu'il soit, fait l'objet d'une planification très, très, très détaillée. Et cette planification-là permet de bien fixer la période de réalisation, mais également le mode de réalisation. Alors, dans le cas qui nous intéresse ce soir, l'élément du CPE, le projet du CPE, nécessite une coordination différente de ce qu'on peut voir habituellement. Donc, l'ensemble de l'organisation du chantier est fait autour de ça. On veut s'assurer aussi, dans le cadre de l'exercice, que la mobilité entre les quartiers, mais également à l'intérieur du quartier, soit la plus optimale possible. On veut prendre en considération certaines caractéristiques d'aménagement du quartier. Le fait qu'au nord, c'est la falaise, ça présente un enjeu quand on doit entrer ou sortir du quartier. C'est une contrainte additionnelle que nous avons dans le cadre de l'exercice de planification préalable. On prend également en considération toutes les composantes de mobilité. Donc, notre stratégie cherche à atténuer puis à maintenir la mobilité pour les véhicules, les piétons, les vélos, le stationnement, le transport en commun, la livraison et un élément fort important, les véhicules d'urgence. Enfin, est-ce qu'il y a des besoins spécifiques à prendre en considération? Dans le cas de Saint-Jean-Baptiste, on n'en a pas réellement, mais il pourrait en avoir ailleurs. Et souvent, notre plan va amener des mesures d'atténuation sur le site du projet, mais également en périphérie du projet. C'est aussi un lieu de coordination avec les partenaires et les donneurs d'ouvrage. Donc, on se parle, l'ensemble des partenaires du projet, tous les jeudis matins, on a une rencontre, on échange ensemble sur le déroulement du chantier, sur les problématiques qui sont soulevées par des résidents ou d'autres personnes. Et ensemble, on cherche des solutions, toujours dans un souci d'atténuation. Et finalement, il y a tout l'aspect de la communication en continu. Et Joël, tout à l'heure, va vous parler un petit peu de ce que la Ville met sur place pour être efficace sur ce plan-là. Ce que ça va vouloir dire, les travaux sur la rue Saint-Olivier et la rue Sutherland, c'est qu'évidemment, ces deux rues-là, dans le cadre des travaux qui vont se faire, on va maintenir ce qu'on appelle une circulation locale. Donc, ce sont les gens qui ont une destination dans la rue en chantier qui pourront y accéder. Ça va amener une fermeture complète, évidemment, de ces rues-là. Et on va maintenir, par contre, la circulation dans les rues transversales, mais selon le phasage des travaux. On va chercher à ne pas fermer chaque intersection transversale de façon à maintenir là, une mobilité qui est acceptable dans le quartier. Ça va se traduire souvent par, on peut décider d'inverser un sens unique, de mettre des rues à double sens. Ça peut être nécessaire de relocaliser certaines cases de stationnement, privées, donc des cases qui sont dans les cours arrière. Et à partir de là, avec l'équipe de Joël, on va trouver des solutions pour accompagner les résidents.
ce que vous voyez là, hein, c'est l'ensemble de la zone d'intervention à la fois sur la rue Saint-Olivier et sur la rue Sottolune. Mais évidemment, tout ça ne se fera pas en même temps. Il y a une coordination qui va se faire pour évidemment limiter les impacts. Dernier élément, c'est un chantier comme celui-là, comme tous les autres chantiers, on a une grande préoccupation pour maintenir la mobilité, mais aussi assurer la sécurité des déplacements dans un quartier. Et ça, on le fait comment? Par une bonne coordination, par un bon séquençage des différents chantiers, par la présence de signaleurs et même de policiers au besoin lorsqu'on a des situations un peu plus problématiques. Et notre équipe au Centre de gestion de la mobilité intelligente dispose de nombreux outils pour, en temps réel, faire une vigie des travaux et de leurs impacts. Et au besoin, peut coordonner des interventions avec le responsable du projet, susciter une présence policière, travailler autrement avec les signaleurs, etc., etc. Donc, on a cette capacité-là d'accompagner temps réel l'ensemble des chantiers qui se déroulent sur le territoire de la ville. Alors, je vais maintenant céder la parole à Joël qui va nous entretenir de relations citoyennes et de communication. Merci Marc. Donc, pour la suite et pour conclure la présentation, on vous parle de l'équipe Info Chantier qui sera présente également cette année, donc pour une 3e année dans votre quartier. Donc, l'équipe Info Chantier, ce sont des agents de service à la clientèle qui sont vraiment dédiés à vos travaux, à votre milieu. Donc, pour une 3e année, vous aurez accès à la même équipe. En fait, ce qui est intéressant dans le projet, vous avez notamment Samuel Carl, qui est votre agent depuis le projet de Clairefontaine, Philippe Dorval, des Oaves. Donc, c'était votre agent du secteur qui connaît très bien vos habitudes et les différentes problématiques qui peuvent survenir en cours de réalisation des travaux. Donc, tout au long de la période de réalisation, vous aurez accès via le 311 en composant le 311 et en demandant le bureau Info Chantier. Vous aurez accès à Samuel et à l'équipe pour toute précision, information sur les travaux, sur les échéanciers. Ce qui sera important également, c'est de nous transmettre tous vos besoins en termes de déménagement, de livraison, si vous constatez qu'il y a un enjeu avec la collecte des matières résiduelles. Également, Marc en a parlé il y a quelques minutes en lien avec la gestion des stationnements. Donc, pour certaines périodes temporaires, il pourrait y avoir certaines perturbations pour l'accès à des stationnements privés et du retrait de stationnement sur rue de manière temporaire. Donc, l'équipe Info Chantier pourra regarder avec vous les alternatives et voir s'il y a d'autres endroits dans le quartier où vous pourrez être relocalisé. Ils vont également porter un regard sur les mesures de mobilité et d'accessibilité qui sont nécessaires tout au long de la réalisation des travaux, donc autant pour les cyclistes, les piétons et les automobilistes. Ça va être important également de rejoindre l'équipe Info Chantier si vous constatez à la suite d'une fin de semaine ou à la suite un lendemain matin, là, si on a eu certains déplacements de signalisation, déplacements de clôture de chantier. On n'est pas à l'abri de ce type de situation-là. Donc, on vous invite à nous contacter le plus rapidement possible pour qu'on puisse faire les ajustements qui sont nécessaires. Également, vous allez pouvoir toujours contacter le 311 et le bureau Info Chantier si vous avez toute préoccupation, signalement et plainte. C'est également l'équipe qui vont pouvoir prendre en charge votre requête. À titre informatif, en 2024, dans votre quartier, pour les travaux qu'on a réalisés, c'est près de 812 interventions qui ont été réalisées, dont la moitié, sensiblement, là, a été réalisée de manière proactive. Donc, c'est vraiment de dire que c'est une équipe qui est dédiée, qui est agile, qui est active sur le terrain. C'est vos yeux, c'est vos oreilles. Donc, n'hésitez pas à les interpeller. Autre nouveauté, en fait, c'est une nouveauté cette année qu'on vous annonce. Il y a énormément d'informations qui vous ont été partagées ce soir. Donc, en termes de réalisation de travaux, vous allez avoir accès à un guide de riverains chantier lorsque vous êtes en situation où vous avez une question en lien avec la collecte des matières résiduelles, si vous avez des questions en lien avec des travaux à réaliser sur vos fondations, vous allez avoir certaines références dans ce guide-là qui va pouvoir vous suivre tout au long de la période de travaux. Alors, dès que nous aurons l'opportunité de vous le partager, ça nous fera plaisir de vous en remettre une copie.
Tout au long des travaux également, nous allons maintenir le lien. Donc, on vous a parlé de l'équipe Info Chantier, mais évidemment, vous avez la séance d'information de ce soir. Daniel vous donnera les informations un petit peu plus tard, mais vous allez avoir accès à l'enregistrement de la rencontre, de même qu'à la présentation. Donc, c'est une information qui sera rendue disponible sur le site Internet de la Ville de Québec. Autre moyen pour vous tenir informé, il y a une distribution d'avis porte-à-porte. C'est vraiment un moyen pour nous de rentrer en communication avec vous et ça peut fonctionner par accroche-porte, ça peut fonctionner par avis de travaux, mais généralement, on va vous transmettre une information qui est importante, notamment en lien avec une coupure de service, coupure d'eau, travaux de nuit. Donc, ça va être vraiment important de pouvoir soit nous faire un retour d'appel selon l'information qui vous a transmise ou de pouvoir le partager si vous êtes propriétaire et que vous avez des locataires. Ça va être important de pouvoir partager cette information-là avec eux. Également, vous avez toujours accès au 311, puis de l'affichage sur site permettra aussi à la clientèle de transit d'être informée des travaux, notamment pour l'accès au commerce. Il y en aura sur place. Vous allez trouver également à la prochaine diapositive l'information pour vous abonner. Donc, vous avez le détail des travaux. Vous pouvez obtenir l'information sur la plateforme Grand Chantier. Donc, toutes les entraves qui vous ont été partagées ce soir se retrouvent sur le site Grand Chantier dans la section Citer les Moiloux. Vous allez également pouvoir vous abonner à l'infolettre municipale où vous aurez un encart pour vous tenir informé de la section Grand Chantier des travaux qui sont en cours. Puis également, toute entrave à la circulation qui pourrait survenir là, dans le quartier parce que c'est important de le nommer. On vous partage des travaux ce soir, mais il y a toujours des interventions qui doivent être réalisées par nos équipes de travaux publics. Il y a des chantiers privés qui peuvent s'ajouter. Donc, ça s'ajoute à la complexité, mais ça s'ajoute également à la coordination que la Ville fait et ces informations-là s'ajoutent à la page entrave à la circulation. Pour compléter, programme d'aide aux entreprises, donc un programme qui est vraiment très intéressant. On est chanceux à la Ville de Québec d'avoir ce programme-là pour soutenir nos commerces de proximité. Donc, le programme sera disponible et sera adopté vers la fin du mois d'avril pour votre quartier. Donc, ça s'adresse aux entreprises qui sont situées dans un secteur qui connaîtront des travaux d'infrastructure majeurs sur une longue période et qui pourraient entraîner une diminution marquée de leur achalandage ou de leurs bénéfices bruts. On se rappelle, ce programme-là a été revisité l'an dernier pour répondre davantage aux besoins exprimés par les commerçants. Donc, c'est vraiment des ajustements qui ont été faits suite aux commentaires que les commerçants nous ont portés à notre attention dans les dernières années. Et c'est une information qui sera également communiquée là, à la SDC du Faubourg-Saint-Jean et directement aux commerçants pour avoir accès aux différentes informations et aux différents ajustements qu'on a faits cette année. Le détail sera accessible sur le site Internet de la Ville de Québec et ils auront également accès à une adresse qui se trouve au bas de votre écran. Donc, pour les commerçants, une adresse directe pour obtenir un soutien, que ce soit pour remplir les formulaires, pour faire vos demandes d'aide, pour obtenir des précisions sur l'admissibilité au programme. C'est vraiment une adresse qui vous est dédiée, mais également le 311 et les bureaux Info Chantier pourront vous diriger vers les bons intervenants. Et c'est ce qui conclut, si je ne me trompe, la période de questions. Très bien, merci. Je propose d'arrêter le partage d'écran. On pourra y revenir plus tard, puis j'inviterai ceux qui ont pris la parole à ouvrir leur caméra afin qu'on puisse répondre rapidement si on avait des interventions. Donc, comme je vous disais, l'outil QR est ouvert. Peut-être que vous avez besoin de toucher l'écran afin de l'afficher. Le bouton est tout en haut. C'est comme deux petites bulles de bande dessinée qui sont ouvertes. Et vu qu'on est en séance d'information, c'est moi qui ferai la lecture des questions. Et je propose de commencer dès maintenant. On a deux interventions très semblables de la part de Philippe Lalande et de Denis Baudouin. Alors, je vais faire la lecture de celui de M. Lalande. Bonjour, je m'interroge sur la bande de pavés foncés prévue par les aménagements qui entraîne son lot de confusion chez les usagers, tant piétons qu'automobilistes, et ainsi que des enjeux de sécurité. Les simulations visuelles n'illustrent que les voitures stationnées à la bonne échelle. Autrement dit, les voitures empiètent dans la voie de circulation et ensuite de ça, les voitures qui circulent empiètent sur la chaussée qui est censée être refuge pour les piétons. Donc, c'est en gros les interventions. Même chose du côté de Denis Baudouin. Alors, je vais savoir si on peut apporter des précisions sur ce choix de pavés et d'aménagement. Oui, je vais prendre la parole, Daniel, pour la réponse.
Donc, effectivement, il y a une bande foncée d'1,8 m de large au centre de la chaussée. Donc, c'est un choix de design qui a été fait pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est pour maintenir l'automobiliste au centre de la chaussée, comme un repère pour lui expliquer que s'il se tient à l'intérieur de cette bande-là, ben, il maintient le cap au point de vue, là, du point de vue du centre de la chaussée. C'est un choix de design qui a été aussi fait en fonction de la rue Sainte-Claire, donc la rue Sainte-Claire, qui est la première rue partagée qui a été faite dans le quartier en 2012. Donc, pour ceux qui la connaissent, c'est aussi une rue où on retrouve une bande différente, centrale d'1,8 m. De ce que je comprends de votre commentaire, c'est que là, on a justement des automobilistes qui peut-être se stationnent un peu plus loin de la bordure, donc qui empiètent au niveau de la bande centrale. C'est sûr que c'est des éléments qu'on va pouvoir ajouter à nos observations de terrain qui ont déjà commencé. Puis c'est aussi des éléments qui peuvent être ajustés assez rapidement là, au niveau du concept. Si effectivement, là, on se rend compte qu'il y a une confusion au niveau des automobilistes puis de ceux qui empiètent sur la zone centrale qui sont stationnés. Donc, je ne sais pas si ça faisait le tour de votre question. Puis Sophie, je pense que ça pourrait être intéressant d'expliquer quel est l'autre rôle de cette bande de Oui. couleurs-là. Ben, peut-être que ça serait plus facile avec un plan pour ajouter à mes propos, mais je vais commencer à l'expliquer. Grosso modo, oui, parfait. Merci, Donc, vous Jean-Philippe. avez ce qu'on appelle un corridor confort. Donc, le corridor confort se retrouve à l'image du côté nord de la chaussée. C'est à cet endroit-là où on a localisé nos dalles pototactiles à l'intérieur de la rue. Donc, quelqu'un qui est en situation de déficience visuelle va pouvoir utiliser la bordure qui est de 60 mm de haut pour se repérer. Donc, au niveau du déplacement automobiliste, nous, on voulait vraiment s'assurer que les autos conservent le cap au niveau central de la chaussée pour libérer cet espace-là pour piétons, mais aussi pour l'accessibilité universelle. Mais comme je le mentionnais, c'est des éléments qui peuvent être ajustés. Puis nous, avec les commentaires, les 2 commentaires qu'on a reçus, on va pouvoir les ajouter à nos observations terrain qu'on a commencées, puis faire des modifications là, si nécessaire. Petit élément additionnel, la bande qui change de couleur a un contraste de 70% au niveau du pavé. Donc, c'est un des 2 éléments qui permettent de délimiter le corridor confort pour une personne à visibilité réduite. Donc, on utilise la bordure pour se repérer avec une canne, mais il y a aussi un repère visuel de contraste de couleur. Donc, c'est d'où l'utilité là, de la bande à 70% de contraste au centre de la chaussée. Très bien, merci beaucoup. Je propose de poursuivre avec une autre question. C'est Marie-Ève Perron qui demande: pourriez-vous clarifier si les travaux sur Sutherland vont commencer par le nord ou le sud? Alors, est-ce qu'on a déjà cette information concernant le chantier? Oui, je pense que mon collègue Jocelyn avait de la misère à se connecter. Je ne sais pas s'il est présent. Oui, mais je peux répondre rapidement ou tu peux le prendre, Jocelyn? Oui, Oui, c'est beau. Oui, Oui. Jocelyn Daigle du service d'ingénierie. Concernant la pose de l'aqueduc et de l'égout, effectivement, on va débuter par le sud, donc la rue Lavigueur, en montant, donc toujours en montant vers le côté sud, donc direction rue Saint-Jean sur Sutherland. Très bien. Et on avait une autre question qui était de Philippe Lalande en lien avec les travaux. Ben, il demande pour ses travaux peut-être à lui. Alors, y a-t-il une accélération des demandes de permis pour des travaux privés à effectuer dans le cadre des travaux d'ingénierie de la Ville de Québec? Donc, est-ce qu'il y a du soutien pour obtenir une autorisation à temps s'il y a des interventions en lien avec les travaux d'ingénierie pour ce chantier? Peut-être que Joël serait en mesure de répondre à cette question. Oui, je peux répondre. En fait, on vous invite à contacter le 311 sans attendre pour pouvoir obtenir votre permis. Mais évidemment qu'on va vous mettre en contact très, très rapidement avec l'équipe projet, donc l'équipe de l'ingénierie, pour pouvoir arrimer vos travaux avec ceux de la ville. Et l'entrepreneur, le surveillant de chantier seront bien informés. On pourra vous mettre en contact pour que vous puissiez coordonner le tout ensemble, là. Il n'y a aucun souci. Très bien, merci beaucoup. Je vais retourner aux questions. Donnez-moi un instant.
Parfait. Alors, on a M. Ducol qui demande, est-ce que vous pouvez donner davantage d'informations sur le programme de subvention de la ville accessible pour les citoyens qui profiteront de travaux sur rue pour faire des travaux sur leur fondation d'immeuble? Alors, il semblerait que l'enveloppe prévue pour la ville en 2025 est déjà majoritairement épuisée, étant donné que l'échéancier pour la réalisation des travaux par les propriétaires est dépendant de la séquence des travaux sur rue. Est-ce qu'une flexibilité ou des ajustements à ces subventions sont envisagés? Donc, merci, M. Ducol, pour votre question. J'imagine que ce sera encore Joël, peut-être, qui pourrait répondre à ceci. Malheureusement, non, ça ne pourra Non? pas être moi. Je peux peut-être en prendre un bout, Daniel, là, considérant Oui. que c'est entre autres dans l'équipe du patrimoine. Donc là, je remets mon OK. chapeau de membre du comité exécutif. C'est vrai qu'on a des enveloppes, certaines enveloppes au niveau des subventions là, qui partent très rapidement en début d'année. C'est des enveloppes qui sont financées à 50% Ville, 50% ministère de la Culture et qui sont adoptées là, sur des blocs de 3 ans. Donc, c'est pas des enveloppes qu'on peut majorer comme ça en cours de route. Par contre, là, j'inviterais monsieur, et dont le nom m'échappe, monsieur Ducol, pardon, soit à m'écrire ou soit via le 311, entrer en contact là, avec les équipes. Je ne sais pas si monsieur Ducol a déjà une demande de permis de fait, mais c'est vraiment au niveau de l'équipe des subventions là, qui pourront lui donner l'heure juste par rapport au traitement de sa demande. Très bien. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que c'est la bonne façon de procéder. On poursuit avec le chantier. On a Chloé qui demande, est-ce que les travaux d'aqueduc débutent dès le mois de mai? Alors, est-ce qu'on commence à creuser? Est-ce que ça commence en surface ou on commence déjà en profondeur? Ça commence bien sûr en souterrain. Donc, la séquence est toujours de bien sûr faire le souterrain, puis ensuite faire la surface. Parfait. Merci beaucoup. Alors, très bien. On a également une intervention de M. Anthony Cadoret. J'ai l'impression que les aménagements sur Saint-Olivier ressemblent beaucoup à ceux faits l'an dernier, qui présentent des lacunes en matière de sécurité routière. Avez-vous prévu des aménagements différents pour éviter que le problème se poursuive? Donc, je pense qu'on a commencé à répondre. On l'avait dans la présentation, mais je pense que ça vaut la peine peut-être de préciser là, s'il y a des mesures qui ont été adoptées pour la sécurité routière sur les rues partagées. Jean-Philippe, tu peux peut-être commencer les aspects un petit peu plus de conception ou Sophie, puis moi, je pourrais y aller de façon plus générale avec les actions de changement de comportement. Là. Absolument, je vais repartager l'écran rapidement. Philippe, est-ce que tu veux présenter? Oui, absolument. Je peux, Donc, non. oui, Vas-y. ben, au niveau des espaces, en fait, la bonification que l'on a fait par rapport à l'aménagement de l'an dernier sur la rue Saint-Olivier, c'est qu'on a vraiment espacé les zones de plantation pour être en mesure de laisser passer nos chenillettes en opération d'enlèvement. Là. Donc, on s'assure de laisser assez d'espace pour conserver des espaces refuges du côté nord et du côté sud. 4 saisons, donc s'assurer que celle-ci puisse être désencombrée de neige lors des opérations enlèvement, ce qui va permettre d'avoir des espaces refuges lorsque soit on n'est pas on est moins confortable lorsqu'il y a un véhicule qui arrive, ou etc. On va avoir quand même des espaces pour pouvoir se tasser si nécessaire. Donc, c'est la bonification, tout en maintenant le concept d'une rue partagée. Donc, si vous voulez donner un complément, Oui. François, je te laisse aller. Et comme on disait plus tôt dans la présentation, il y a d'autres aspects qui vont être observés puis pour lesquels il va peut-être y avoir des modifications. Jean-Philippe, ce qui vient de vous présenter, c'est plus l'aspect cohabitation hivernale. Il y a l'aspect vitesse et transit, que ça, on est en train de faire des observations qui vont avoir des aspects de sensibilisation au niveau de communication. Puis on a aussi des réflexions à faire s'il n'y aura pas des interventions terrain là, pour s'assurer que les vitesses et les comportements sont les bons. Fait que ça, c'est pas exclu qu'il y aura d'autres choses à venir que vous allez voir apparaître. Puis il y a l'aspect cohabitation de façon générale pour s'assurer que les usagers ont les bons comportements sur une rue
des rues partagées. C'est des nouveaux types de rues. Là. Il ne faut quand même pas s'attendre que ce soit inné pour tous. Donc, ça, il y a d'autres aspects. Ceci dit, si vous observez des choses sur les rues qui ont été aménagées l'année dernière, communiquez avec le 311. On est toujours friand de voir comment les citoyens les vivent. On passe beaucoup de temps sur le terrain, mais avoir l'observation des gens, c'est riche pour nous, puis ça nous permet d'aller observer puis de faire des actions plus rapidement là, quand on a ces informations-là. Très bien, merci beaucoup. On va poursuivre avec des interventions sur les aménagements. Je poursuis avec celle de Marie-Ève Duchesne. Bien contente de voir d'autres scénarios de rues partagées arriver dans le quartier. Petite question concernant les saillies de trottoirs prévues sur Sutherland à l'intersection Saint-Olivier et Sutherland. Est-ce qu'elles sont conçues de façon un peu plus surélevée pour éviter que les automobilistes empiètent? Alors, comment est-ce qu'on s'assure qu'elles aient leur plein potentiel, je comprends, pour ralentir la circulation et assurer la sécurité? Répondre à cette question-là. En fait, les saillies, elles sont effectivement surélevées de 60 mm. Elles sont considérées à la hauteur des zones refuge ou même côté zone refuge. Donc, un 60 mm de haut, donc c'est hauteur bordure. Donc, une auto pour passer par-dessus la saillie, c'est pas possible. C'est une mesure physique, puis c'est la mesure qui est utilisée dans l'ensemble des autres rues là, qu'on a à proximité. Jean-Philippe, est-ce que tu voulais rajouter? Non, ben peut-être juste l'élément qui est très intéressant au niveau de la rue Sutherland, c'est qu'on est vraiment capable, comme avec les autres rues partagées, de prolonger en fait l'aménagement qui donne beaucoup plus la priorité du piéton puis des usagers actifs à l'intersection aussi. Donc, on maintient le pavé, on s'assure d'avoir le plus possible de rétrécissement, mais on garde toute la matérialité qui donne vraiment l'effet de changement de type de rue là, à chacune des intersections. Donc, ça, c'est un grand élément de bonification que je pense qu'étant donné qu'on a plusieurs intersections en plus sur cette rue-là, va faire une différence. Et je me permets d'ajouter, il y a aussi l'aspect verdissement. Là. Il y a des espaces de verdissement sur chaque gonflement, ce qui fait que visuellement, ça va créer un resserrement autant au niveau du sol qu'à la verticale. Là. Donc, ça, c'est dans les bonnes pratiques si on veut apaiser la circulation. Là. Très bien. Je pense qu'on vient de répondre également un peu à une deuxième question de Mme Duchesne là, qui demandait s'il y avait des développements ou des mesures à venir concernant la circulation de transit et la vitesse sur ces axes-là. Donc, je considère que ça a été en partie répondu. On poursuit avec les aménagements. On avait une question de Mathias. Alors, il demandait quel était le choix des végétaux pour les bacs de plantation. Est-ce qu'ils devront être remplacés chaque année ou est-ce que c'est une approche qui va être plus durable? Là? Alors, les végétaux sont en train d'être choisis. Ça va être en continuité des plantations qui viennent sur les rues partagées qui seront plantées au printemps. C'est des vivaces, donc aucune annuelle, donc des végétaux qui reviennent à chaque année. Puis on a un concept qui vient intégrer la biodiversité. Donc on va intégrer des espèces indigènes et naturalisées, puis surtout considérer le contexte très urbain de ces plantations-là pour s'assurer qu'elles survivent à nos conditions hivernales, puis aux conditions plus urbaines avec le sel de déglaçage, etc. Donc pas de plantation annuelle, que des végétaux qui reviennent à chaque année. Très bien. Il était préoccupé également de certains bacs de plantation qui semblent un petit peu vidés avec les années qui passent. Là, je me demande, et donc, il se demandait s'il y avait des interventions pour combler sur d'autres axes comme sur René Lévesque ou sur Sainte-Claire, des bacs qui en auraient perdu avec les années. Je peux prendre. Oui. Alors, les bacs de plantation qu'il y a sur la rue présentée aujourd'hui vont bénéficier là, de l'entretien par la ville. Puis, on a aussi le volet citoyen qu'on travaille tranquillement. Donc, il y a toujours le permis de verdissement avec coup de pouce vert. Les citoyens sont invités à s'approprier les bacs de plantation publics. Donc, pour les citoyens qui seraient intéressés à planter davantage et même participer à l'entretien, c'est maintenant une mesure qui est possible à la ville via coup de pouce vert. Donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est de l'information qu'on donne tout au long du chantier
aux résidents riverains de ces projets-là et qui va être fait dans le cadre de ces deux projets. Très bien. Donc, il y avait Annie également qui avait une question, sensiblement la même question. On y a répondu. J'ai quelques interventions concernant le stationnement. Je commence avec celle de Jessie Fortier. Alors, puisque plusieurs stationnements sont retirés, est-ce qu'il y aura une priorité accordée aux résidents vignettes, je comprends, sur les tronçons concernés? Je dirais non et oui en même temps. Il y a une réflexion qu'on a débutée avec les résidents du quartier, les commerçants, pour revoir toute la question du stationnement, donc l'élaboration d'un plan de gestion du stationnement par quartier. Et à travers cet exercice-là qui se poursuit et pour lequel on va vous rencontrer prochainement, on va évaluer ensemble divers ajustements qui pourraient être faits à la réglementation pour faciliter le stationnement des résidents. Une des hypothèses, c'est aujourd'hui la période où la vignette est obligatoire se termine à 17 heures. On pourrait peut-être envisager est-ce qu'elle se poursuive jusqu'à 19 heures et à ce moment-là, les résidents qui reviennent à la maison en fin d'après-midi auraient plus de facilité à trouver un espace de stationnement. Très bien, merci. Je poursuis avec une autre question à ce sujet. Un moment, je l'ai... Je suis désolé, je l'ai échappé. On avait encore une question concernant s'il y avait des mesures particulières prévues lors du Festival d'été de Québec qui est gênant pour le stationnement. Je ne pense pas qu'on avait de nouvelles orientations à ce sujet, n'est-ce pas, M. Desrivières? Non, effectivement. L'introduction d'une réglementation spécifique durant le festival d'été pose des enjeux importants. Des enjeux de capacité du côté de la ville, mais également, ça présume que tous les résidents qui aujourd'hui n'ont pas de vignette parce qu'en journée, ils sont à l'extérieur du quartier, se retrouveraient dans une situation où ils doivent se procurer un permis de stationnement. Donc, on n'en est pas là encore. On a besoin de poursuivre la réflexion là-dessus. C'est complexe, c'est pas simple, et un jour, on aura sûrement une solution là, qui est plus agile que ce qu'on a aujourd'hui. Très bien, merci. J'ai retrouvé mon autre intervention. On reposait la question, alors combien de cases de stationnement seront retirées dans le cadre des travaux? Et est-ce que certaines interdictions devant les portes cochères pourraient être retirées lorsque celles-ci ne sont pas utilisées pour stationner un véhicule? Donc, est-ce qu'on est en mesure, est-ce qu'il y a eu un exercice pour cibler les portes cochères, à savoir si elles sont bel et bien utilisées? Et est-ce qu'on peut retirer le stationnement devant? Effectivement, j'aurais tendance à vous dire, chaque fois qu'il y a un projet comme celui-là, où on doit faire des aménagements particuliers pour une entrée charretière, c'est l'occasion de questionner si cette entrée-là est toujours pertinente. Et à partir de là, ben, nos aménagements sont faits en conséquence. Mais souvent, la difficulté, c'est que on a l'impression que l'entrée n'est pas pertinente. Et quand on va cogner à la porte des résidents, ben, eux nous disent, écoutez, moi, je l'utilise ou je veux continuer à l'utiliser. À partir de là, ben, on ne peut pas changer les choses. En ce qui a trait du côté du stationnement, sur la rue Saint-Olivier, ce qui est prévu actuellement, c'est le retrait de 3 espaces de stationnement. Alors que sur la rue Sutherland, du fait qu'on intervient, on retire le stationnement là, sur le côté Est, on parle d'un retrait de 33 cases de stationnement. Très bien, merci beaucoup. Alors, on avait également un nouveau, on voulait des précisions concernant encore le partage du pavé foncé, pavé pâle. Donc, certaines personnes incitaient dans les questions, là, est-ce qu'il y a des mesures qui vont être faites en sensibilisation pour informer les usagers de la route d'utiliser les bons segments de la chaussée? Donc, en volet communication ou signalisation, est-ce qu'il y a des bonifications qui sont proposées dans le cadre du projet et pour le tronçon de Saint-Olivier existant? Oui, ben, comme on le disait dans la présentation, là, on est conscient que les aménagements en eux-mêmes
c'est pas tout le monde qui parle le pavé de couleur comme langue seconde. Donc, c'est sûr qu'on veut développer des outils de communication. Puis comme on le disait, on veut à la fois que les citoyens des secteurs puissent trouver les bons outils de communication, à la fois les citoyens en général de la Ville de Québec. C'est pas quelque chose qui était fait l'année dernière quand on a commencé les chantiers, mais c'est quelque chose sur lequel on veut mettre beaucoup d'efforts cette année. Donc, c'est une espèce de cours 101 sur comment utiliser les rues partagées qu'on veut développer comme outil de communication. Puis là, on ne veut pas trop s'avancer sur exactement ça va être quoi le médium. Est-ce que ça va être une feuille porte-à-porte? Est-ce que ça va être un panneau sur le terrain? Est-ce que ça va être une vidéo qui va être mise en ligne sur le site de la Ville? Il se peut que ce soit toutes ces réponses, mais une chose est certaine, c'est qu'on veut s'assurer que les outils de communication qu'on va choisir vont permettre de rejoindre l'ensemble des citoyens qui ont des chances d'utiliser ces rues partagées-là. Donc, ça, c'est essentiel pour nous. Donc, la réponse à ce que les gens disent, oui, c'est un souci, c'est une préoccupation, puis c'est quelque chose qu'on va mettre de l'avant dans les prochaines semaines. Peut-être juste un petit élément en complément d'information là-dessus. Il y a beaucoup de questions concernant la bande plus foncée par rapport au pavé plus pâle, mais je tiens à réitérer le fait que la chaussée en entier est supposée être dédiée aux piétons de manière prioritaire. Donc, le but d'avoir designé des changements de couleur, c'est bien ça pour accommoder le plus possible nos usagers les plus vulnérables, mais l'ensemble de la chaussée peut être utilisé de plein droit par le piéton dans une rue partagée. Très bien. Encore dans les aménagements, on a Hélène qui demande si on avait pensé utiliser des dos d'âne. Je pense que c'est quelque chose d'autre qui est proposé sur ces aménagements. Je vous laisse répondre à ce sujet. C'est Sophie ou il faut faire appel Moi, Daniel, je vois pas les questions, donc j'ai besoin que tu les. Très bien. Alors, avez-vous pensé mettre des dos d'âne sur ces rues partagées? Voilà. Donc, à court terme, non, il n'est pas prévu de mettre des dos d'âne sur les rues partagées. Par contre, comme Jean-François le disait, ça fait partie de notre boîte à outils quand on va faire nos observations. Donc, dépendamment des résultats, on va aller chercher dans cette boîte à outils-là différentes mesures pour réduire la vitesse si jamais c'est un réel enjeu. Et puis, ça pourra peut-être en faire partie là, si c'est ce qui est décidé par nos équipes internes. Sinon, je voyais que Frédéric a levé la main ou que peut-être Dave pourrait venir compléter là, au besoin. Là. Oui, effectivement, Frédéric Dumas, ingénieur en conception routière. Donc, effectivement, nous sommes encore en analyse, mais à première vue, un seuil est un peu contradictoire avec le fait de donner la chaussée aux piétons. Mais on n'enlève pas de mesures, mais on reste en analyse, donc on va continuer comme ça. Puis peut-être de façon générale, là, ce que la Ville s'engage à faire, c'est des observations en continu et des interventions en continu jusqu'à temps qu'on ait le bon dosage dans les comportements. Donc, on veut amener les comportements observés sur la rue à être cohérents avec ce qu'on s'attendrait sur une rue partagée. Donc, peut-être que présentement, vos besoins se rapprochent du dos down ou de d'autres choses, mais tranquillement, pas vite, les gens vont s'habituer à ce type de rue-là, puis les comportements vont évoluer. Donc, on veut que nos observations, nos interventions évoluent aussi avec les comportements. Là. Merci beaucoup. J'avais une question pour Sophie de la part de Vincent. Alors, il observait que les arbres semblent proches des fondations. Alors, il se demandait si ça représentait un risque pour les fondations de leurs bâtiments. Est-ce que c'est considéré dans les travaux? C'est une très bonne question. Oui, c'est tout à fait, c'est considéré dans les détails de construction. Donc, pour ce qui est des rues qui ont été faites en 2024 puis les rues qui seront faites cette année, on a une membrane d'étanchéité là, qui vient séparer le bâtiment de la fosse de plantation. Donc, ça, c'est une membrane antiracinaire là, qui ne permet pas aux racines de pénétrer justement
les fondations. Puis, on a un écoulement aussi. Donc, toutes les fosses de plantation, il y a une pente d'environ 3 qui s'en va vers la chaussée. Donc, ça, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait aucune accumulation d'eau qui se fasse le long des bâtiments, puis que ça s'évacue bel et bien vers la chaussée. Donc, c'est des éléments qui sont tout à fait considérés dans l'implantation des fosses de plantation le long des bâtiments. Très bien, merci beaucoup. Je vois qu'il y a des mains levées. Je rappelle qu'on utilise l'outil QR. Ce soir, on est en séance d'information. Donc, si vous avez des questions, je vais en faire la lecture au bénéfice de tous. Donc, je ne vais pas vous faire attendre inutilement. On a d'ailleurs Jacqueline Bouchard qui posait la question, est-ce que Philippe Dorval va être à double sens? Qu'en est-il du stationnement? Et est-ce qu'on a des nouvelles concernant la politique de stationnement? Donc, peut-être M. Desrivières? Ben, quant à la politique de stationnement, elle se poursuit. Le processus se poursuit à la suite des différentes rencontres, je dirais des exercices de consultation. Et dans les prochaines semaines, on va venir rencontrer les résidents du quartier, les commerçants du quartier, pour leur proposer certaines avenues d'amélioration de façon à pouvoir les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Très bien, merci beaucoup. J'ai une question de Benjamin Ducol au sujet du CPE au coin Saint-Olivier et Sutherland. Alors, il se demandait si l'avenue du CPE n'augmenterait pas la circulation automobile sur les deux rues et si quelle part des visiteurs allaient utiliser, se déplacer à pied ou venir en voiture. Est-ce que des débarcadères seront prévus également? Donc, pour ce volet, je ne sais pas si c'est davantage Jean-Philippe ou spécifiquement pour la coordination avec le CPE? Écoutez, d'une part, on n'a pas Merci, M. Desrivières. on n'a pas toutes les informations, M. Leclerc, concernant comment les parents vont venir. Est-ce que c'est essentiellement une clientèle de quartier, probablement, avec un taux de motorisation qui est probablement pas très, très, très important. Mais oui, ça va ajouter peut-être quelques dizaines, là, 15, 20, 25 déplacements durant la période du matin, la même chose en fin d'après-midi, mais on est bien en deçà du nombre de déplacements maximum qu'on peut accepter dans une rue partagée. Je vous rappelle tout à l'heure, Sophie a parlé là, de moins de 900 véhicules qui empruntaient la rue Saint-Olivier. Généralement, une rue partagée est acceptable jusqu'à 1500 véhicules par jour. Donc, il n'y a pas, la venue du CPE ne change pas du tout la fonctionnalité de la rue. Quant aux besoins de zone de débarcadère, ça va faire partie d'une analyse qu'on va faire dans le cadre de la politique de stationnement, mais avec également les gens qui vont exploiter le CPE. Merci beaucoup. J'avais une question de Philippe Lalonde concernant, je n'ai pas encore publié sa question, mais c'était concernant les membranes d'échantillité. On disait qu'avec les arbres, on venait installer une membrane d'échantillité. Il se demandait si ça voulait dire qu'il n'avait pas besoin de le faire de son propre côté. Je vais lire la question pour être certain. Nous avions prévu installer une membrane d'échantillité et anti-racine devant notre fondation en lien avec les plaques de plantation. Je comprends maintenant que celle-ci est assumée et est installée par le projet d'énergie de la ville. Est-ce le cas? Donc, est-ce qu'on est en mesure de rassurer M. Lalande? Alors oui, c'est le cas. Ça va être installé par la ville pour l'ensemble des fosses de plantation, mais j'aimerais quand même ajouter, dans le réaménagement des rues, on vient déchausser les fondations. Donc, c'est aussi une opportunité pour les propriétaires. S'il y a des travaux à faire sur vos fondations, si vous décidez de les réparer, s'il y a quelque chose à faire, donc c'est le bon moment de le faire. C'est ce qui a été fait par plusieurs propriétaires dans le cadre des réaménagements des rues en 2024. Donc, nous, on vient installer la membrane d'étanchéité, mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir retravailler sur votre fondation si nécessaire. Très bien, merci beaucoup. Alors, ensuite de ça, Hugo Plante demande comment prévoit-on assurer la sécurité des piétons et des cyclistes sur les rues partagées dans les portions qui sont traversées par les rues traditionnelles. Je pense notamment à l'emplacement où la rue Sutherland traverse la rue d'Aiguillon, qui est très achalandée par la circulation de transit. Donc, est-ce qu'on
Au rappel, peut-être rappeler les détails là, de cette intersection spécifiquement, peut-être l'afficher si on a un visuel. Oui, absolument, je peux le faire. Oui, donc l'intersection d'Aiguillon, comme mentionné tout à l'heure, va avoir le même traitement là, que les autres intersections où on va avoir un surélèvement en fait de la chaussée donc lorsqu'on va arriver sur la rue d'Aiguillon à partir du Vieux-Québec, par exemple, ben, à l'intersection de la rue Sutherland, ben, on va avoir bien sûr un arrêt, mais il va y avoir aussi surélévation là, de la chaussée vers l'aménagement de la rue partagée. Ça vient rejoindre ce que je disais tout à l'heure du fait qu'on continue l'aménagement de la rue partagée à l'intersection et non pas le contraire où la rue conventionnelle traverse la rue partagée. Donc, c'est vraiment l'aménagement de la rue partagée qui prime à l'intersection. C'est-à-dire qu'on surélève tous les coins du corridor protégé sont à même hauteur que la chaussée, c'est-à-dire que ça facilite la traversée pour les piétons. On rétrécit aussi les traversées, c'est-à-dire qu'avec les saillies de part et d'autre, on arrive à rétrécir les espaces de traversée. Donc, ce sont toutes les meilleures pratiques et les meilleures mesures qu'on essaie de mettre en place là, au niveau des intersections pour une rue partagée qui vont être installées. C'est certain qu'on va conserver le métrobus sur la rue d'Aiguillon, puis on est conscient qu'il y a un petit peu plus de circulation sur cette rue-là à certaines heures de pointe. Cela dit, c'est les mesures en aménagement et en signalisation qui sont prévues là, pour l'intersection d'Aiguillon et pour l'ensemble des intersections d'ailleurs. Très bien. On a quelques interventions aussi concernant le stationnement. Il y en a qui sont surpris du nombre de... Jean est surpris du nombre de cases qui calculent qu'on est rendu à une centaine de cases disparues dans le cadre des projets de réaménagement. On a également Marie-Claude qui se demande si les cases retirées pour les bicyclettes, le service à vélo ou encore des services peut-être comme Communauto sont calculés ou il faut les soustraire davantage au nombre de cases retirées dans ce projet. Donc, oui, je vous laisse. Si me permet, Daniel, les cases à vélo ne sont pas considérées dans ça parce que c'est une mesure temporaire de quelques mois dans l'année. Mais il faut voir que ce soit les réaménagements de rue qui sont faits. On est en train de vraiment créer un autre cadre de mobilité, un autre cadre d'aménagement dans le quartier, où on doit recréer un nouvel équilibre entre la circulation, le stationnement, le besoin des piétons, des vélos, l'aménagement, le verdissement. Donc, c'est certain qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on a, tout ce qu'on souhaite avoir dans l'espace. L'espace, il est contraint et il faut faire des choix. Et je pense que dès le départ, on a bien expliqué quels étaient les objectifs du projet. Le stationnement demeure un des objectifs, mais ce n'est pas le premier dans le haut de la liste. Et je pense qu'il y a un excellent travail qui a été fait pour être en mesure de conserver le maximum d'espace. Et c'est là qu'on va se retrouver dans quelques semaines quand on va parler du plan de gestion de stationnement par quartier sur les améliorations, les changements qu'on pourrait apporter qui vont atténuer les pertes d'espace de stationnement qu'on connaît aujourd'hui. Peut-être si je peux me permettre d'ajouter, Daniel, là, les stations à vélo du secteur puis du quartier Saint-Jean-Baptiste même là, sont parmi les plus performantes, donc les plus utilisées dans toute la ville. Puis il faut penser qu'une station à vélo, là, j'ai pas vu là, celle qui est sur Félix-Gabriel-Marchand, mais donc on peut penser qu'il y a au moins une dizaine là, de stationnements à vélo. Donc, 10 personnes qui se déplacent autrement versus 3 espaces de stationnement, donc 6 mois par l'année. Puis, je réattirais notre attention aussi sur les statistiques de déplacement qui ont été présentées ce soir en début de rencontre sur le fait que 80% et plus, en fait, des déplacements
dans le quartier se font en mobilité active, là. Donc, je pense que c'est important d'avoir à l'esprit aussi. Et c'est pour ça donc qu'on vient bonifier l'offre de stations à vélo, parce qu'il y a une demande aussi pour ce type de déplacement-là dans le quartier. Très bien. Merci beaucoup. Parlant de déplacement à vélo, j'irai avec la question de Chloé. Elle dit observer plus de cyclistes qui descendent la rue Sutherland à sens inverse et en prenant de la vitesse. Alors, elle se demande s'il y a des aménagements pour contrer ça ou une signalisation pour venir encadrer les cyclistes qui iraient à contresens sur Sutherland. C'est pas qu'on est à l'étape de la signalisation. Les gens qui le font en toute connaissance de cause, hein. Il y a déjà de la signalisation qui dit qu'on est à sens unique. Donc, sur cette base-là, l'orientation suivante, c'est de demander au service de police de faire des interventions pour voir au respect de cette mesure. Très bien, merci M. Desrivières. Concernant encore les travaux, alors est-ce qu'il sera possible de stationner des véhicules munis de vignettes de zone 1 dans certains endroits réservés de la zone 2, comme ce fut le cas l'année dernière? C'est une question de René Buteau. Joël, ou M. Desrivières peut-être? Oui, ce sera probablement possible de le faire, effectivement. Là. On va déterminer un secteur là, un peu comme il avait été fait l'an dernier. Très bien. Marie-Ève Duchesne, concernant les améliorations pour les projets des rues partagées 2024, bien que je comprenne tout à fait l'idée d'être en continu, est-ce qu'on peut s'attendre à certaines interventions pour l'été 2025? Donc, on a beaucoup parlé de Saint-Olivier et de Sutherland, mais qu'est-ce qui reste à faire? Ou est-ce qu'il va y avoir des interventions sur Philippe Dorval et le premier tronçon de Saint-Olivier? Oui, tout à fait. Comme je le disais, il y a des observations qui sont en cours. Il y en a eu au courant de l'hiver. On est en train de réfléchir à ce qu'on va mettre en place pour le volet transit et vitesse et cohabitation. Que ça va être autant en intervention physique sur le terrain que ça va être en communication et sensibilisation. Donc, tout à fait, c'est notre intention d'être actif dès 2025 pour les rues qui ont été aménagées en 2024. Très bien. Puis je poursuis avec la question de Monique Larue, qui, on l'avait mentionné durant la présentation, mais encore une fois, juste pour s'assurer qu'on puisse bien communiquer, il y avait beaucoup de commentaires concernant les défaillances durant l'hiver pour le déneigement, puis la circulation et la sécurité des piétons. Juste nous rappeler comment est-ce que l'hiver sera différent l'année prochaine? Est-ce qu'il y a des mesures qui seront mises en place? Je peux la prendre. Je peux repartager aussi. Oui, parfait. Bien, ce qu'on s'est fait beaucoup dire, puis si vous avez d'autres observations à nous partager, le 3.1 est là, on est toujours intéressé à voir vos commentaires. Ce qu'on s'est fait beaucoup dire, c'est que il y avait seulement la chaussée partagée qui était déneigée à l'hiver qui vient de se terminer. Et ça laissait peu de place pour les piétons et les automobilistes à cohabiter. En théorie, le piéton a priorité sur cette rue-là sans compromis, mais on comprend qu'à un certain moment, les automobilistes peuvent vouloir passer ou que les piétons peuvent se sentir inconfortables de ralentir une voiture. Donc, ce qui va être mis en place pour les rues Saint-Olivier et Sutherland, bien, Sutherland, c'est encore plus vrai parce qu'il y a un corridor séparé, mais pour Saint-Olivier, c'est des espaces refuges déneigés. Donc, c'est une surlargeur que seulement le piéton va avoir accès et sur laquelle il va pouvoir aller pour laisser passer les véhicules. Ceci dit, ça reste une rue partagée, ça reste une rue sur laquelle la priorité est en tout temps aux piétons, mais ça, c'est l'aspect important qui va être fait. On pense que ce fait-là qu'on déneige les zones de refuge va aussi permettre aux voitures peut-être de se stationner un petit peu plus proche de la bordure au courant de l'hiver avec
avec des bordées de neige, avec des dépôts de neige. Ça faisait probablement en sorte que les véhicules stationnés se rapprochaient du centre de la chaussée. Donc, ça, c'est un aspect probablement qui va être amélioré. C'est le gros volet sur lequel on travaille et qu'on a amélioré pour les rues 2025. Et on est en analyse, on est en réflexion pour les rues qui ont été aménagées en 2024, de quelle façon on peut les bonifier dans le même esprit. Là. Très bien. Je me permets de lire un commentaire, une suggestion de Mathias. Alors, considérant la densité du quartier et l'importance de chaque mètre de rue pour les résidents de Tout-à-Cavé et la difficulté pour plusieurs de bien comprendre les plans malgré les très beaux dessins, est-ce que vous pourriez prévoir une marche afin de visualiser sur place chacun des aménagements? Alors, chacun pourrait mesurer précisément l'impact des aménagements proposés et les commenter en direct. Donc, une marche exploratoire des aménagements à venir ou passés, c'est une suggestion de Mathias. Donc, je pense qu'on le prend en suggestion pour l'instant, mais il pourrait peut-être y avoir de l'ouverture là-dessus. Merci pour la suggestion. On avait Guylaine Sanson qui avait une question en lien avec le déneigement. Lors des déneigements des toitures en mansarde, il faut sécuriser les trottoirs. Parfois, quelques jours avant que les déneigeurs viennent. Alors, est-ce qu'il y aura suffisamment de place pour que les piétons puissent circuler dans la rue en toute sécurité? Monsieur Desrivières, je ne sais pas si vous pouvez commenter sur les déménagements des toitures en temps normal ou au Vieux-Québec. Je vous dirais, c'est un enjeu, hein, c'est une réalité des quartiers anciens qu'on vit tout le temps. Évidemment, quand il y a du déneigement de toit, il y a toujours des mesures de protection qui doivent être mises en place sur le trottoir ou dans la chaussée par les entreprises qui font le déneigement. Et sur une rue partagée, c'est la même chose. Ces mesures-là vont devoir être mises en place. Et vous savez, ces gens-là, maintenant, ont l'obligation d'avoir un permis d'occupation de chaussée quand ils font ce genre de travaux-là. Ils peuvent le faire aussi à des moments bien particuliers, de façon à ce qu'on puisse ramasser la neige aussi après. Donc, il y a un certain balisement qui existe. On va expérimenter ça, je dirais, ensemble dans les prochains mois d'hiver. Et au besoin, ben, on ajustera notre stratégie. Mais à première vue, là, on ne voit pas d'enjeu particulier avec ça. Très bien. On a un commentaire de M. Raymond Tremblay. Lors du dernier conseil de quartier, il y avait une présentation d'un organisme en sécurité routière, c'était Accès Transport Viable, dont la recommandation était de laisser un trottoir accessible à tous pour la sécurité des piétons et pour ne pas forcer les gens à marcher dans la rue. Alors, il souligne que la conseillère était présente et il se demande pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas le choix de marcher sur le trottoir pour ceux qui le souhaitent. Donc, est-ce qu'on aurait... Peut-être commencer, Daniel, comme effectivement M. souligne, j'étais présente. En Merci. fait, il y a eu, puis je laisserai peut-être les équipes compléter, là. Il y a eu une présentation au dernier conseil de quartier d'Accès Transport Viable qui est venu faire une présentation sur le phénomène d'harcèlement de rue. Ils ont fait un travail de recherche pour documenter des situations à l'origine du harcèlement de rue. Et dans ce que Accès Transport Viable identifiait comme une cause de harcèlement de rue, c'était d'avoir des cheminements qui ne sont pas clairement définis pour chacun des types d'usagers. Donc là, ce soir, les équipes sont venues nous présenter toute une stratégie en matière de pédagogie pour bien venir clarifier comment on doit se comporter dans une rue partagée. On a aussi, et on le voit, donc dans les aménagements bonifiés pour le tronçon de Saint-Olivier entre Philippe-Dorval et Sutherland et sur Sutherland, en contexte hivernal et en contexte estival, des îlots-refuges, des trottoirs en continu, même sur Sutherland, où les gens peuvent aussi décider de marcher. Après ça, Jean-Philippe nous a présenté aussi en début de rencontre sur quoi reposent les choix d'aménagement qui sont faits actuellement, sur quel type de données ça repose. Il y a eu des épisodes de consultation, que ce soit par questionnaire écrit ou par courriel, il y a un peu plus d'1 an, donc pendant 3 semaines. Donc, ça repose aussi sur des priorités que les gens du quartier nous ont demandé de mettre de l'avant.
Donc, après ça, on a bien entendu cet hiver aussi l'enjeu qui a été soulevé par rapport à l'absence d'îlot refuge. Et donc, je pense que dans les scénarios qui sont mis de l'avant ce soir, ce choix-là de déambuler, que ce soit dans la rue partagée ou sur un îlot refuge, il existe, il est disponible. Et la dernière chose que je voudrais peut-être mentionner, le fait d'avoir des trottoirs abaissés ou des bandes abaissées comme on a dans les scénarios de réaménagement qui sont proposés, je pense qu'à la limite, ça facilite les déplacements, notamment pour des personnes en mobilité réduite ou des parents avec des poussettes, parce qu'il n'y a plus des grandes bandes de trottoirs desquelles on doit débarquer, réembarquer. Il ne faut pas oublier là, dans quel contexte on évolue actuellement dans Saint-Jean-Baptiste, puis de où on part actuellement. Des trottoirs continus sans obstacle dans Saint-Jean-Baptiste, actuellement, ça existe pratiquement pas. Soit on a des emmarchements, soit on a des poteaux d'électricité. Donc, ultimement, les aménagements proposés, je pense, facilitent davantage les différents types de mobilité dans le quartier. Merci, Madame Coulombe-Leduc. Est-ce que quelqu'un souhaitait ajouter quelque chose? Très bien. Je poursuis avec une question d'Hélène. Alors, elle se demandait jusqu'où irait la rue Saint-Olivier vers l'est. Donc, en ce moment, on se rend jusqu'à Sutherland. J'avais également une autre question dans dans le chat qui est passé plutôt à savoir si d'autres rues sont à venir dans les années à venir. Alors, je voulais savoir pour but d'un peu de prévisibilité, est-ce que les réaménagements des rues se poursuivent dans les années à venir? Est-ce qu'il y a d'autres rues qui sont ciblées ou prévues? Je peux peut-être la prendre, celle-là. Les réaménagements de type rue partagée sont beaucoup réalisés en opportunité avec des réflexions en souterrain d'égouts et aqueducs. Étant donné qu'on on revient faire l'aménagement au complet en surface et que ça peut avoir des effets notamment sur les puiseurs, il faut avoir carte blanche puis avoir l'opportunité de tout réaménager la vie pour venir implanter une rue partagée. Sinon, souvent, si on a des infrastructures souterraines qui sont vieilles mais pas nécessairement être à changer, ben, on va finir par tout changer quand on fait la rue partagée parce qu'on met trop d'intervention, d'aménagement de qualité en surface, puis on ne voudrait pas que le souterrain brise. Donc, la question que vous nous posez, c'est difficile de la séparer de la désuétude, l'égout et l'aqueduc pour vous dire c'est quoi les prochaines étapes. Ce n'est pas quelque chose qu'on a sous la main ici ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où est-ce qu'on pense que les ingrédients pour implanter des rues partagées à l'avenir dans Saint-Jean-Baptiste? La réponse est oui. Quand on a des rues qui sont très étroites, que les débits de circulation sont assez faibles, qu'il y a des obstacles un peu partout sur les trottoirs, que les usagers, que les citoyens se déplacent beaucoup à pied, bien, on pense que c'est des ingrédients qui peuvent nous amener à vouloir implanter, si les citoyens sont ouverts, des rues partagées. Mais on ne serait pas capable de vous donner un plan de match, un phasage pour les rues de Saint-Jean-Baptiste. Il y a trop d'éléments à croiser pour arriver à quelque chose comme ça, puis on n'a pas ça ici ce soir. Très bien, merci beaucoup. Puis, j'ai une dernière question écrite ici. Sinon, on commençait à avoir des remerciements qui rentraient. Donc, je comprends qu'on commence à avoir fait le tour. On a Hugo Plante qui demandait s'il y avait des travaux prévus sur Philippe Dorval pour compléter les aménagements entre la rue Richelieu et d'Aiguillon-Saint-Jean. J'ai l'impression qu'on avait déjà posé la question, mais est-ce qu'on peut préciser pour le bénéfice de M. Plante, spécifiquement pour la rue Philippe Dorval, qu'est-ce qu'on a comme intervention cette année? Jean-Philippe, ou je peux la prendre. Ben, ce qui s'en vient sur Philippe Dorval cette année, c'est les plantations. On a l'ensemble des plantations arbres et vivaces qui s'en viennent au printemps. Oui, puis je crois que la question est concernant la portion qui est plus haute, là, mais c'est des réaménagements qui avaient déjà été faits là, au niveau de ces rues-là. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas revenu réintervenir là, à ces endroits-là. Donc, ça a été fait par les années précédentes. Très bien. Puis, j'avais une dernière intervention de Raymond Tremblay
qui insiste. Alors, pourquoi, suite à des recommandations sérieuses, il faut absolument mettre des bacs de terre de la longueur du trottoir, de la largeur du trottoir? Pourquoi ne pas mettre la moitié pour permettre aux gens de marcher sur un trottoir, puisque c'est une recommandation de accès à transport viable? Donc, je pense qu'on a abordé ce sujet-là à quelques occasions au cours de la soirée. Est-ce que vous souhaitiez ajouter Peut-être encore quelque chose? dire, Daniel, ben là, puis je laisserai peut-être les équipes là, corroborer. Si on le met à la moitié, on ne sera pas capable de le déneiger, entre autres, donc l'hiver. Donc, il faut un espace quand même suffisant pour le déneiger. Mais donc, je ne sais pas si on peut peut-être reprojeter là, un peu les aménagements. Et donc, il y a sur Sutherland, entre autres, la possibilité d'avoir un trottoir continu. Puis, on vient là, avec les aménagements modifiés sur le nouveau tronçon de Saint-Olivier. Puis, éventuellement, là, comme ça a été mentionné par Jean-François, on va aussi venir faire des correctifs là, sur le premier tronçon de Saint-Olivier, entre autres. Mais l'idée, c'est de donner donc des îlots refuges entrecoupés effectivement de bacs de plantation, parce que ça aussi, c'est souhaité par une partie importante de la population de venir faire du verdissement. Donc, je pense que les aménagements aussi qu'on vient faire, là, notamment, particulièrement, j'ai envie de dire, ceux qui sont présentés ce soir, puis ça a été évoqué par M. Desrivières, mais un excellent compromis entre l'ensemble des besoins évoqués dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Très bien. Merci, Madame Coulombe-Leduc. J'ai pas d'autres questions. J'ai fermé l'outil parce que ça avait ralenti de toute façon. Si vous avez des observations à partager, je pense que la bonne façon de faire, c'est notamment de les signaler au 3.1. On est en collecte de données sur la transition en ce moment. Si vous avez des travaux prévus ou des inquiétudes en lien avec les chantiers qui sont prévus cette année, le 3.1 est aussi une bonne façon de signaler vos intentions ou de nous faire part de vos préoccupations en dehors de la soirée de ce soir. Je laisserai peut-être la parole à Mme Coulombe-Leduc pour la fin de l'Assemblée. Vous me permettrez, Daniel, peut-être d'ajouter que là où on a mis les bacs de plantation, on me soufflait à l'oreille, que là où on a mis les bacs de plantation dans nos nouveaux aménagements présentés ce soir, ce sont déjà des endroits, et j'avais oublié, où il y a déjà des obstacles. Donc, soit la majorité du temps, un poteau d'électricité. Donc, on a tenu compte de ça. Donc, ce ne sont pas des trottoirs où le déneigement est possible sur ce côté-là à cause des poteaux d'électricité, ou donc un cheminement continu pour une personne, par exemple, avec une poussette ou en chaise roulante serait déjà possible. Je veux vous remercier pour votre présence très nombreuse ce soir au réaménagement des rues Sutherland et le tronçon de Saint-Olivier 2.0, je vais dire comme ça. Vous avez été nombreux à nous écrire, à nous m'interpeller dans les dernières semaines, dans les derniers mois par rapport aux aménagements qui ont été faits l'année passée. Et ce que vous voyez ce soir, c'est vraiment des aménagements améliorés. Et Pierre-Luc, mon collègue, l'a mentionné d'entrée de jeu par rapport grâce, en fait, à votre travail, grâce à vos observations, grâce à vos communications qui ont été faites de manière constructive. Donc, je pense qu'on fait un travail ensemble. Puis quand je dis ensemble, ça vous inclut là-dedans là, de conciliation, comme je le disais, puis je me répète, de ces différents besoins-là qui ont été nommés, qui sont le verdissement, qui sont d'apaiser la circulation, qui sont de faire une plus grande place à la mobilité active. Je le répète, on est probablement le quartier Saint-Jean-Baptiste dans tout Québec où la mobilité active est la plus pratiquée dans toute la ville. Puis aussi le besoin de stationnement, qu'on comprend très bien et qui se justifie très bien aussi. Donc, on vient faire cet exercice de conciliation-là. Je veux remercier les équipes d'ailleurs là, pour les efforts parce qu'on travaille dans un environnement qui est très restreint. Puis je sais que vous le savez tout le monde parce qu'on habite Saint-Jean-Baptiste, donc un cadre bâti où on est très restreint, très limité. Donc, ces équipes-là doivent être très créatives dans la conciliation des besoins. Donc, je veux leur lever mon chapeau. Donc, vous aurez compris aussi qu'on sera en chantier là, à partir de mai. Il y a toute l'équipe Info Chantier qui va se déployer. N'hésitez pas à contacter le 311
S'il y a quoi que ce soit, si vous avez des questions, des interrogations, même au-delà de ce soir, les équipes vont prendre le temps d'y répondre. Sinon, vous pouvez toujours m'accrocher dans le quartier aussi. Donc, merci beaucoup pour votre participation nombreuse. Je pense que ça témoigne aussi de votre intérêt à faire de Saint-Jean-Baptiste un milieu de vie encore plus agréable. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée.